Bonjour Pierre Creton, bonjour Gaël Técher. On vient de voir donc une séance avec 4 films qui s'étalent de 2002 à 2008 et qui figurent dans 2 des 3 DVD que Gaël édite avec les éditions de l'Œil qu'il dirige. Donc voilà, je ne sais pas si je vais arriver à les montrer. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Ils sont très beaux. Ce sont des livres DVD qui viennent juste de sortir, je crois. Et donc Gaël, je voulais savoir comment tu es arrivé à t'intéresser à Pierre Creton. Quel a été on va dire, le premier film que tu as vu et quel est votre parcours ensemble pour arriver à ces DVD? Je crois que comme beaucoup de gens, j'ai commencé par découvrir le premier long métrage en salle, Secteur 545, qui avait sorti chez Lac, si je ne dis pas de bêtises, Pierre. Et après, j'ai essayé de dérouler le fil. J'ai vu des films en festival, j'ai vu les autres films qui sont sortis en salle. Et puis Pierre et moi, on a été présentés, si je ne dis pas de bêtises, par Cyril Néra, qui a dirigé l'édition de ces 3 livres DVD. Et assez vite, ça a été une évidence. C'est sur les... Pierre habite et voyage sur les territoires où j'aime m'aventurer. Donc voilà, un jour on s'est dit, tiens, si on faisait quelque chose ensemble, et tant qu'à faire quelque chose, autant essayer de faire le maximum. Donc voilà, d'éditer tout ce qui était inédit, moins de films, je crois. Voilà, ça s'est fait comme ça, très naturellement, comme toujours avec Pierre. Donc il y a une saison, je crois, qui est sur le DVD. Va falloir m'aider parce que je les connais pas bien encore, mais une saison figure sur l'un des DVD. Habité. Sur Habité, il y a une saison, il y a La vie après la mort, et il y a L'heure du berger, et Le voyage à Vézelay est sur la voie. D'accord. Voilà, où on habite et puis d'où on circule. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Gaël, de ces 4 films? Enfin, peut-être que tu peux en choisir un seul, par exemple, et voilà, essayer d'en parler un petit peu. Qu'est-ce que ce sont des films qui sont pour toi importants? J'imagine qu'ils sont tous importants, mais voilà, de quelle manière ils sont importants dans le parcours de Pierre pour toi? En particulier peut-être les films sur Jean Lambert, autour de Jean Lambert. Ouais. Alors, dans le parcours de Pierre, je ne m'aventurerai pas à dire leur importance. Je pense que c'est plus à Pierre de le dire, mais il y a effectivement, moi j'ai une affection particulière pour le diptyque autour de Jean Lambert, ou autour de la maison de Jean Lambert et de la disparition de Jean Lambert et de l'amitié qui est donc constituée d'une vie après la mort et de L'heure du berger, que j'ai eu le malheur de découvrir à l'envers. J'ai d'abord vu L'heure du berger et ensuite Une vie après la mort. Et quand j'ai découvert L'heure du berger, je me suis dit, tiens, enfin un film surréaliste. Parce que vraiment, ça m'a fait cet effet-là. C'est un film où existent des gestes absolument impossibles, où le rapport à la mort et un certain érotisme de la mort est extrêmement fort. Enfin, les gestes impossibles, je pense à la main dans les seins d'abeilles, ou à ce plan très long et très beau d'une araignée qui sarcophage une mouche, on peut dire comme ça. Enfin voilà, pour moi, c'était un grand film sur la mort, mais j'avais pas le présupposé qui est Une vie après la mort, et qui est déjà un film sur la mort qui commence plus ou moins par cette phrase je ne vis pas... Vas-y, aide-moi, Pierre. Je n'habite pas à Vatetot-sur-Mer. J'habite là où Jean Lambert n'habite plus. C'est ça ? Quelque chose comme ça. Donc, dès le départ, on te dit que le personnage principal... Parce que je parle de personnage, parce que c'est de la narration, hein, c'est pas n'est plus, et que donc on va te raconter quand même cette amitié qui fut. Et puis alors après, j'ai revu L'heure du berger, et c'est extrêmement troublant parce que c'est le récit enfin pour moi, c'est le récit de la recherche d'une nouvelle amitié après Jean Lambert, après la disparition de l'ami.
une nouvelle amitié jusqu'à ces deux plans incroyables où le nouvel ami, qui est, sauf erreur de ma part, Vincent Barré, se lève littéralement du corps de Jean Lambert dans une surimpression, et puis le plan du pastis pris à deux dans le salon où Jean Lambert n'est plus, quoi. Et tout ce trajet d'amitié, pour moi le vrai lieu de Pierre, c'est l'amitié. Et l'un des sujets forts de Pierre, c'est l'amitié. Ça m'avait... Enfin voilà, ça fait partie de mes films de chevet. Pierre, comment tu réagis? Ce qui a été très beau et passionnant à faire avec Gaël et les amis, parce qu'il y a une petite communauté d'amis autour de ces livres, c'est de réunir, alors précisément pour Jean Lambert, mais aussi bien avec... autour de Vincent et des films réalisés avec lui, faits avec lui, c'est de réunir à la fois les films, à la fois les dessins, l'écriture, les documents. Et ça, finalement, c'est assez rare de pouvoir le faire. Seul, finalement, un livre le permet. C'est à la fois de l'écriture, c'est une exposition et ce sont des films. Donc c'était vraiment formidable. Enfin, c'est formidable que ça existe, hein. Et ce qui est marrant, c'est que ça arrive en même temps que la rétrospective au réel. Donc du coup, il y a des films qui reviennent quand même, qui reviennent de loin, pas de si longtemps, mais au moins de loin, et qui existent à la fois là dans cette rétrospective et dans les livres DVD. Oui, c'est vraiment une mémoire là en 3 tomes qui est assez complète sur cette idée de mémoire. Donc, par rapport à ce que disait Gaël des films sur Jean Lambert, je voulais revenir un petit peu à l'origine en fait de ces 2 films. Qu'est-ce que tu disais dans le petit livre de Cyril Néra qui je trouve passionnant, le petit livre qui a été fait il y a quelques années, dont j'oublie le titre à l'instant, mais voilà, qui est sur tes films, qui porte sur tes films et où tu as lentement interrogé, qu'il fallait que tu apprennes à vivre dans cette maison, c'est-à-dire la maison de Jean Lambert. Et que tu avais entrepris l'heure du berger après avoir lu aussi Le métier de vivre. Donc c'était aussi le métier de vivre dans cette maison. Qu'est-ce que tu voulais dire par là Je sais plus. En tout cas, ce que je me souviens, c'est qu'il a fallu surtout apprendre à vivre sans lui. Alors décider de vivre sans lui chez lui, c'était évidemment... un choix, une décision très particulière dont je ne mesurais même d'ailleurs pas tellement les conséquences. Enfin bon, ça va. Hein. Mais surtout, c'était surtout finir le film, commencer avec lui, continuer le film. Finir le film sans lui, quoi. Et il me semblait que seulement être dans sa maison le permettait. Donc apprendre à vivre, apprendre à mourir, apprendre à être séparé. Et puis par ailleurs vivre peut-être ailleurs que vivre chez soi. Au fond, je suis pas sûr d'aimer beaucoup le sentiment d'être chez soi. Je préfère finalement être chez quelqu'un ou chez quelqu'un d'autre ou quelque part ailleurs, mais j'aime pas tellement me sentir chez moi. Donc voilà, je vis toujours chez Jean. Chez Jean. Et puis après avoir fini donc ce premier film sans lui, donc 7 ans après, sa présence est revenue très forte, de façon assez inattendue et assez mystérieuse et assez belle.
et assez belle, et je voulais être, je sais pas, spontanément j'ai pris la caméra pour saisir l'insaisissable, hein, parce que évidemment il s'agit bien de fantômes. Et puis voilà, puis les choses apparaissaient. Et c'était plutôt assez joyeux, en fait. C'était plutôt assez joyeux. J'ai commencé à monter. Et les choses s'articulaient avec les choses déjà filmées. J'ai continué à filmer en conséquence de la manière dont j'avançais au montage. Et le film s'est fait complètement comme ça, dans une alternance de montage et de tournage avec cette caméra dont finalement ce que j'aime quand même dans cet outil, c'est l'idée d'enregistrer, quoi, tout simplement. Oui, dans ce que tu dis, moi je retrouve une dimension ludique, en fait, que moi je ressens assez souvent dans tes films, où on a l'impression que tu te dis et si je faisais ça, et si j'essayais ça, et si je faisais un film avec Jean Lambert, et si on lisait des passages de romans tous les deux en même temps pour créer une cacophonie. Enfin, il y a quelque chose d'assez presque enfantin dans cette démarche, je trouve, par moment. Oui, en effet, c'est l'idée d'essayer des choses, tout simplement. Tout simplement. Après, donc, quand j'ai commencé à filmer pour un film qui va s'appeler L'heure du berger, là, il n'y avait pas du tout l'idée d'essayer quelque chose. Là, il y a quelque chose qui s'est imposé, quoi, vraiment. Je crois. Et c'est après que c'est devenu plus léger et même très drôle. J'ai en fait beaucoup ri tout seul, comme on avait ri ensemble d'ailleurs en essayant des choses. Mais ouais, j'ai beaucoup ri sur L'heure du berger. Il y avait des choses que je trouvais complètement, je sais pas, incongrues, je sais pas. Et cette première séquence, par exemple, où je bois le berger seul et que je trempe mon doigt dans la javel parce que j'ai un mal blanc, et qu'il y a les chats, les chiens, etc. En fait, c'est des images que j'ai retrouvées, que j'avais, qui étaient des essais caméra. En fait, c'était pas du tout pour, c'était pas fait pour se servir à faire quoi que ce soit, quoi. Bon, voilà, ça faisait partie des choses que je trouvais assez amusantes. Oui, comme de faire pas seulement moi en train de faire ces petites actions, mais de filmer le vide, quoi, autour de cette maison, qui sont finalement peut-être les premières images qu'on servi, peut-être les premières images qui ont été faites dans cette maison, puisque c'est la caméra que je venais d'acheter pour filmer la mort de mon père. Enfin bon, ça, d'ailleurs, on est dans la même séance, le voyage à Vézelay. Oui, tout à fait. Et je ressens aussi tout ça un peu comme des expériences narratives, en fait, que ce soit dans le voyage à Vézelay, que ce soit dans une saison dont on n'a pas encore parlé du tout. Une saison, il y a une personne à l'écran qui raconte une histoire. Voilà, c'est un film oral, en fait. Tu filmes seulement une personne qui raconte quelque chose qui t'est arrivé, en l'occurrence. Et dans la deuxième partie, on a le personnage principal de cette histoire qui est interviewé par toi et qui fait un peu comme s'il faisait ressurgir une part de réel, parce que nous, on ne sait pas si l'histoire qui est racontée juste avant, c'est une histoire ou si c'est quelque chose de vrai. Et ce personnage arrive tout à coup dans la deuxième partie. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment une expérience assez étrange. Et dans le voyage à Vézelay, tu fais dire par des voix off, tu fais décrire l'action du film, en tout cas au début, je crois, par des voix qui interviennent en voix off. Il y a qui disent des didascalies du scénario, qui disent des parts de dialogue, alors qu'on voit les personnages à l'écran et qu'on ne les voit pas parler. Donc tout ça, pour moi, c'est très... aussi, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est des expériences très presque spontanées, comme ça, où tu te dis, mais pourquoi pas, et où et je trouve ça vraiment, comme je disais tout à l'heure, toujours très stimulant à découvrir. Et très très joueur, en fait. Je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment cette dimension dans tes films à chaque fois, d'un enfant qui dirait moi j'ai envie de faire ça, même si c'est pas une règle narrative classique, quoi. Est-ce que comment tu le
Bah, je sais pas bien, je sais pas raconter des histoires en fait, donc j'essaie de trouver une forme. J'essaie de trouver la forme qui serait la plus juste par rapport à la rencontre ou l'événement vécu, puisque toujours ça part de ça, quoi. Et c'est bon, d'un film à l'autre, les formes sont pas toujours, mais peuvent être différentes. Une saison, c'est assez différent du récit du voyage à Vézelay. Alors, une saison, une saison, c'est l'impossible, quoi. C'est impossible de travailler dans ces conditions-là, impossible de raconter une histoire dans ces conditions-là, impossible de filmer. Et c'est à partir de ça, de cette impossibilité que j'ai trouvé cette forme-là. Cette forme, alors film oral, mais aussi pictural, je pense. Et je voulais qu'on dise un mot aussi concernant le voyage à Vézelay, sur ce voyage qui se passe donc à la suite du décès de ton père. Et tu décides d'aller, j'allais dire te recueillir, je ne sais pas si c'est le mot, mais aller sur la tombe. Aller sur la tombe de Georges Bataille. Et Georges Bataille, c'est quelqu'un je voulais qu'on en parle parce que c'est quelqu'un qui est central pour toi, je pense, dans ton parcours, pas forcément tout de suite dans le cinéma, mais c'est voilà, je voulais qu'on termine là-dessus. Voilà. Je sais que c'est vaste, mais, oui, mais voilà, que tu nous, pour les personnes qui ont vu le film juste avant, quelle est ta relation à Georges Bataille, on va dire rapidement. Ça va être difficile. Non, c'est sûr que c'est quelqu'un qui compte. Alors du coup, je vais profiter de la mort de mon père pour peut-être pour en finir avec Georges Bataille, parce que c'est quelqu'un qui me hante quand même depuis tôt, quoi. Enfin, je l'ai lu tôt, je l'ai lu jeune, et c'est un peu obsédant. Donc le voyage à Vézelay, oui, j'ai l'impression finalement de peut-être en finir d'une certaine manière avec lui, même si en fait non. Enfin, il est toujours, il compte toujours autant. Ok, on termine là, on se retrouvera un peu plus tard pour d'autres films. Merci à vous deux.